19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 22 novembre 2020. Grande soirée de remise de distinction organisée par la Fondation Al-Fadi Héritage. C'était hier après-midi dans la grande salle Mohamed Gandhi. Une soirée riche en son, lumière et surtout en prestations artistiques. Le tout couronné par un défilé de mode. Le compte-rendu de cette soirée, c'est avec Léo Razak sur les images de Sadou Domi. C'est dans la somptueuse salle Mohamed Gandhi que s'est tenue la présente soirée organisée par la Fondation Al-Fadi Héritage. L'occasion de remercier tous les acteurs politiques et au-delà qui ont contribué à instaurer un climat de paix dans notre pays. Beaucoup de joie et beaucoup de gaieté et beaucoup de bonheur parce que c'est l'amour que nous cherchons entre Nigériens, entre Africains. Cette soirée est dédiée à la paix et je crois qu'on a eu le répondant. Tout le monde est heureux d'être avec nous, la jeunesse, les anciens, les présidents, les anciens présidents. Et on a nominé des hommes et des femmes qui ont contribué pour la paix dans ce pays. Donc bravo. Je suis très content que tout le monde soit venu pour encourager l'initiative. L'idée m'est venue parce que j'aime mon pays. J'ai envie que mon pays soit un pays un président qui dit après 2 mandats je m'en vais. Donc le président dit il n'y a pas de 3e mandat. Donc l'idée m'est venue quand il a dit je partirai et il va partir. Donc ça c'est très important de laisser la place aux autres. Donc ça veut dire que dans la sous-région il y a beaucoup de tensions, mais dans mon pays on voit réellement que la démocratie est là. Et une image forte et très positive pour notre pays, c'est très important pour moi. Ils étaient nombreux à recevoir des distinctions, parmi lesquelles l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, les acteurs de la société civile, Moussa Tchangari, Nour Al-Zika ou encore Ali Idrissa. La paix, vous savez, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Tout ce qui est de nature à promouvoir, un climat, une atmosphère et des comportements, ainsi que des attitudes de paix sont à célébrer, à encourager et à valoriser. C'est pour cela que je saisis cette occasion pour non seulement remercier Al-Fadi, ce grand artiste, ce grand créateur, styliste, qui maintenant franchit une autre étape avec la création d'une école supérieure. Donc dans le domaine des arts, de la culture, n'est-ce pas, et de la mode. Mais aussi, non seulement à le remercier, mais à le féliciter aussi et à l'encourager. C'est un plaisir et un honneur qu'au Niger, on reconnaisse notre travail. Nous savions que dans ce contexte où on nous diabolise, qu'un artiste comme Al-Fadi reconnaisse notre travail pour la paix, la démocratie et le développement de notre pays, c'est pour nous une réjouissance et une reconnaissance. Nous ne pouvions que le remercier pour cette reconnaissance. La grande aiguille de la paix est revenue au président de la République. Une belle soirée riche en son et lumière avec des prestations artistiques et un grand défilé de mode dont seul Al-Fadi a le secret. C'était également dans une ambiance grandiose qui s'est tenue hier après-midi à Sansani Aoussa. C'est dans la région de Tillabéri, un meeting du parti Paix, Justice et Progrès à PJD Doubara, entrant dans le cadre des visites de proximité entreprises depuis un certain temps par les responsables régionaux du dit parti, Hamza Sakou et Chebou Gisso pour le compte-rendu. Échanger avec leurs militants afin de les préparer pour la campagne à venir pour une victoire de leurs candidats. C'est le but de ce rassemblement des militants du parti Paix, Justice et Progrès, PJP Génération Doubara, dans la commune de Kourté. L'objectif de cette rencontre, c'est de réunir tous les militants et sympathisants PJP Doubara de la commune rurale Kourté. Cette commune comporte plus de 100 villages, 61 villages administratifs et des villages hameaux. Donc on a vraiment tenu à réunir tous nos militants, non seulement pour manifester, pour témoigner, pour montrer la force de PJP Doubara dans notre commune, mais aussi c'est une occasion pour nous, c'est de réunir
de passer un message à l'endroit de ces militants-là. Nous sommes à l'approche des échéances électorales. Notre président, le président de notre parti, son excellence, le général Salou Jibo, est candidat, comme vous le savez. Donc nous invitons vraiment tous nos militants et sympathisants à sortir massivement pour vraiment apporter leur voix à notre président afin de l'amener à la magistrature suprême. À travers cet engouement, une détermination conséquente s'est lie aux yeux de cette population, saluée par le responsable départemental du parti. Ce meeting qui a réuni 162 villages est l'œuvre du PJP Doubara. Les militants sont venus de la rive droite du fleuve, des îles, de la rive gauche et du Zarmaganda. Tous réunis ici pour Doubara. Tout le monde est prêt à accompagner le PJP Doubara du général Salou Jibo à la quête du fauteuil présidentiel. Monsieur Abdoulaye Mokela, président régional Tilaberi PJP Génération Doubara, exhorte toute la population d'aller récupérer leur carte d'électeur afin de voter leur candidat aux élections prochaines. Ce dimanche, nous accueillons sur ce plateau comme invité du journal Nabou Fall. Elle est formatrice. Nabou Fall, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors, je le disais tantôt, vous êtes formatrice. Dites-nous les raisons de votre présence ici au Niger. Alors, merci d'abord pour l'invitation. Je suis formatrice, mais surtout, je suis coach en développement personnel. Et la raison pour laquelle je suis venue au Niger, c'est pour accompagner les femmes candidates dans les différentes provinces sur invitation de l'ONG FAD, qui a fait un travail extraordinaire de validation, d'accompagnement de validation des candidates et aussi de formation et d'information. Donc, je suis venue en renfort de l'équipe déjà constituée depuis quelque temps. Alors, comment vous appréciez l'incubation de ces candidates par l'ONG FAD Niger? Alors d'abord, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de candidates ne savaient pas très bien comment avoir leur dossier validé et l'action de l'ONG FAD leur a permis de savoir comment effectivement être enregistrées et avoir des dossiers validés et être des candidates effectives et non pas uniquement des candidates éphémères ou des candidates virtuelles. Donc déjà, ça c'est un pas. Je vois que nous avons plus d'une centaine de femmes dans la formation. Cela veut dire qu'il y a plus d'une centaine de femmes qui vont concourir à des législatures, que ce soit en tant que conseillère municipale, en tant que députée, etc. Donc ça, c'est un chiffre qui est énorme par rapport à d'autres pays de la sous-région. Ce travail et ce résultat est dû au travail de l'ONG FAD. Donc mon accompagnement vient en communication transformationnelle, ce que j'appelle prise de parole, bien sûr, parce que le pouvoir, il est dans la parole. Vous le savez, en tant que journaliste, vous avez de la visibilité, vous donnez de l'information. Un politicien qui est élu et qui ne parle pas, qui n'exprime pas les besoins de ses constituants, de ses votants, n'a pas vraiment d'utilité. Mais encore faut-il savoir comment prendre cette parole et comment connecter, sensibiliser les personnes qui vont voter pour nous, mais aussi celles qui vont nous permettre de réaliser notre mission une fois qu'on est élu et qu'on est dans les instances de gouvernance. Alors, vous ne pensez pas que cette formation est intervenue un peu tardivement, vu que les dossiers des candidatures sont déjà déposés? Je ne pense pas. Je pense que la formation, c'est un processus. Je ne suis pas l'unique formatrice. Il y a eu des formations en écriture de rapport, plaidoyer, etc. Donc c'est tout un parcours de formation et ma formation vient en renfort. Pour vous dire l'histoire, nous avons commencé la formation en ligne. Je suis venue compléter la formation qui a déjà été commencée en ligne avec moi-même. Donc ce n'est pas aujourd'hui ni hier que la formation a commencé. Alors, selon vous, quel changement cette formation pourrait-elle apporter sur l'échiquier politique nigérien? Alors d'abord, on a eu de très très bons résultats avec nos incubés qui, au départ, beaucoup d'entre elles ne voulaient pas s'exprimer. Et avec la méthode que nous utilisons et en leur laissant la latitude de parler, nous avons eu des discours en tamashek, nous avons eu des discours en hausa, en djerma. On a même eu des discours en peul. Donc chacune est venue en respectant la méthodologie que je leur ai donnée, qui est une méthodologie qui est
man de ce qu'on appelle le storytelling, raconter une histoire et surtout expliquer les motivations, la raison pour laquelle elles se sont engagées. Et en général, ce sont des femmes qui sont très engagées, qui font énormément de choses sur le terrain, qui sont déjà leaders dans leur communauté, qui dirigent des groupements de femmes, qui accompagnent des enfants, des femmes, qui aident des personnes. Donc leur engagement politique et en général n'est que l'aboutissement logique de ce qu'elles font déjà. Donc ce que ça va changer au Niger, ça va donner de la visibilité à des femmes qui sont déjà très actives sur le terrain, mais qui ne savaient pas comment faire plus et comment avoir une voix qui va réellement impacter. Ça va changer quelque chose au Niger parce que je sais qu'il y a des quotas qui doivent être respectés et souvent on dit que les femmes n'osent pas se présenter. Eh bien, elles sont là, elles se présentent, votez pour elles, s'il vous plaît, et elles vont changer le Niger, changer l'image de la femme nigérienne qui est souvent mal perçue parce qu'elle ne se montre pas, elle ne dit pas qui elle est et aujourd'hui vous allez découvrir le pouvoir de la femme nigérienne, les actions qu'elles font sur le terrain et les impacts qu'elles ont sur la société. Alors justement, pourquoi le choix des femmes? Je suis un garçon. Je vous pose juste une question. Je ne sais pas, quand vous me regardez, je vais parler à qui? Ce que je sais faire, je dois le transmettre à mes sœurs parce que nous voulons impacter, nous voulons transformer, nous voulons que nos enfants puissent étudier, nous voulons que nos filles puissent aller à l'école, nous voulons que nos fils puissent comprendre et voir qu'on peut être une femme respectée et respectable en ayant une position politique. On peut continuer à être une mère, on peut continuer à être une épouse, on peut continuer à être une professionnelle, on peut continuer à être quelqu'un qui a à cœur le changement de sa société. Et pourquoi pas les femmes, puisqu'elles constituent plus de 50% de la population. Et jusqu'à présent, on a vu que quand on n'utilise pas toutes les forces vives de la nation, je ne pense pas que les pays africains en général soient des pays et même les pays occidentaux, on a vu très bien, dans les pays occidentaux, les pays dirigés par les femmes ont mieux géré le Covid que ceux dirigés par les hommes. Désolé messieurs, c'est une réalité. Et si enfin on donne aux femmes l'opportunité aussi d'avoir une voix au chapitre, je pense qu'on verra une transformation. Mais il faut qu'on leur donne des outils et les formations que l'ONG FAD donne sont des outils pertinents. On a vu des transformations avant-hier, hier, la semaine dernière quand j'étais en ligne, les autres semaines d'avant, précédentes. Donc on a vu des transformations progressives et des femmes qui osent raconter leur histoire, qui osent partager le pourquoi elles sont en politique et pourquoi elles veulent impacter la société et surtout transformer la situation de la femme nigérienne. Alors pour ces scrutins qui s'annoncent, on a vu sur la 40 candidatures pour les présidentielles, sur les 30 validées, il n'y a aucune candidature d'une femme. Comment vous appréciez cela? Ça ne me dérange pas du tout parce que je pense que les femmes font le travail de fourmi, ce qu'on appelle le travail en bas. S'il n'y a pas eu de candidates femmes, peut-être qu'elles n'ont pas jugé, il n'y a pas eu de femmes qui se soient préparées pour être candidates, parce que je pense que c'est un travail de préparation qui est très important. On ne s'improvise pas candidat, on ne s'improvise pas candidate, mais je pense que quand on voit la proportion de femmes qui vont se présenter aux législatives, aux municipales, elle compense largement avec les candidates masculines aux présidences. Et nos frères candidats savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner seuls. Trop souvent, on a vu les femmes, on vient de le voir encore tout de suite à la télé, dès qu'il y a une mobilisation, on les appelle, mais quand il faut réellement faire partie de l'électorat, enfin pas des votants, mais des candidatures, on les écarte. Mais maintenant, on a compris qu'on avait besoin d'elles, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau des partis, mais surtout au niveau des différentes législatures. Alors, parlant de cette formation initiée par l'ONG FAD Niger, êtes-vous confiante au vu de ce que vous voyez ici avec les femmes que vous êtes en train de former? Je suis très confiante. Pourquoi? Parce que ces femmes ont des engagements sincères. Elles ne se sont pas engagées en politique parce qu'elles vont s'enrichir. Elles ne se sont pas engagées en politique parce qu'elles vont avoir une grosse voiture. Elles ne sont pas engagées en politique parce qu'elles vont avoir plus de moyens pour pouvoir montrer des choses aux gens. Elles se sont engagées en politique parce qu'elles sont déjà des leaders de leur communauté. Elles impactent déjà localement, chacune à leur niveau, dans leur commune. Elles transforment, elles aident, elles créent des groupements où les femmes s'entraident, où les femmes arrivent à commencer des business, des petites entreprises qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille et de compléter les besoins de leur mari. Elles aident des veuves, elles aident des orphelins. Donc le fait qu'elles puissent
avoir plus de visibilité, qu'elles puissent utiliser les outils de la gouvernance pour pouvoir impacter plus et faire entendre la voix des sans-voix dans les différentes législatures va changer des choses. Nous les femmes, nous avons de la compassion, nous sommes des mamans, c'est nous qui élevons les enfants, c'est nous qui préparons souvent à manger, donc c'est important qu'on puisse aussi être là où il faut, là où les décisions se prennent, mais pas seulement être assise, mais aussi se lever et parler. À l'Assemblée nationale, se lever et parler et dire voilà les problèmes que nous avons, voilà les difficultés des personnes dans ma localité, voilà ce que j'ai fait, parce qu'elles ont toutes déjà fait quelque chose. Elles sont toutes déjà engagées, elles n'ont pas attendu d'être élues pour s'engager. C'est parce qu'elles ont fait des choses qu'on leur a demandé de se présenter, c'est parce qu'elles ont impacté déjà et elles ont besoin d'aller un peu plus loin et d'être plus visibles pour faire encore plus. Êtes-vous en train de dire que l'objectif sera atteint? Inch'Allah. Je reste confiante. Inch'Allah. Alors, quel est votre dernier message à l'endroit de ces femmes candidates et surtout aussi de l'ONG FAD qui a initié cette formation? D'abord, je voudrais féliciter l'ONG FAD et comme je l'ai dit à la coordonnatrice, j'aurais souhaité voir plus d'ONG FAD et d'ONG qui ont ce type de profil dans d'autres pays de la sous-région. La particularité de l'ONG FAD, c'est qu'elle est dirigée par une personne qui connaît le terrain, qui connaît les réalités du terrain. Vous savez, une ONG, quand elle est dirigée, quand elle est coordonnée par quelqu'un qui connaît les réalités de son pays, elle a la possibilité de réellement impacter sans avoir un filtre différent. Elle sait ce qu'il faut pour transformer sa société. Et son travail sur le terrain, bon, tout le monde le sait, ce n'est pas nouveau, ce travail de l'ONG FAD est en train de transformer les choses. Hier, j'ai eu à discuter lors de la soirée que vous avez mis en vidéo de la Fondation Al-Fadi avec des personnes des Nations Unies qui félicitaient le travail de l'ONG FAD et qui disaient qu'ils étaient impressionnés donc, et qu'ils se rendent compte qu'il faut des solutions locales aux problèmes locaux. Donnons les moyens aux ONG qui sont ce qu'on appelle grassroots, c'est-à-dire développées par des personnes du terrain, des personnes du Niger ou du pays respectif, de façon à ce qu'elles puissent apporter des solutions locales. Quand nous avons fait les exercices, je n'ai pas dit aux gens parler en français, non. Elles vont parler aux personnes qui vont voter dans leur région, dans leur langue locale. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc, félicitations à l'ONG FAD, continuez. N'arrêtez pas ce travail, je sais que ce n'est pas facile, mais je sais qu'on y arrivera et vous allez servir d'exemple pour beaucoup de pays de la sous-région, Inch'Allah. Et aux candidates, je les félicite d'avoir eu le courage de se lever et d'oser se présenter. Et maintenant, quand vous serez élus, n'oubliez pas de vous lever et de prendre la parole, parce que la parole a un pouvoir extraordinaire. Nabou Fall, merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes formatrice, vous êtes là ici au Niger sur invitation de l'ONG FAD pour une formation à l'endroit des femmes candidates. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Merci beaucoup. Cela dit, fin cet après-midi à l'université Abdou Moumouni du 7e conseil syndical ordinaire du SNEX. C'est rendez-vous annuel du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur a été sanctionné par une déclaration que nous résume ici Adam Soumana sur les images de Sadou Doumi. Ces assises regroupant les différents bureaux du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX de l'ensemble des universités publiques du Niger se veulent celles d'un examen approfondi de la situation des dites institutions. Après analyse des conditions de l'enseignement supérieur dans les 8 universités du pays, ces syndicalistes ont rendu public cette déclaration. Du respect des engagements souscrits dans le protocole d'accord du 27 mars 2020 entre le gouvernement et le SNEX, les deux parties ont procédé à la relecture et ou à l'élaboration des textes suivants. La loi numéro 2020-032 du 22 juin 2020, modifiant et complétant la loi numéro 2012-028 du 28 mai 2012, portant statut autonome du personnel enseignant, chercheur et chercheurs des universités publiques du Niger, ainsi que son décret d'application. Le décret numéro 2019-248 du 10 mai 2019, portant création des universités publiques du Niger. Le décret numéro 2020-601 du 30 juillet 2020,
portant statut type des universités publiques du Niger. Les textes adoptés et les projets des textes comportent des insuffisances, d'ailleurs relevées par les deux parties. À cet effet, des propositions consensuelles de correction ont été formulées. Le SNEX exige par conséquent du gouvernement l'intégration sans délai des dites propositions. Malgré la signature du protocole d'accord du 27 mars 2020, le SNEX est au regret de constater que les élections dans les universités publiques du Niger, recteurs, vice-recteurs, doyens, directeurs des écoles doctorales, conseils scientifiques, chefs de département, restent suspendues. Par conséquent, le SNEX exige du gouvernement l'organisation de toutes les élections dans toutes les universités publiques remplissant les conditions. C'est le lieu pour le SNEX de dénoncer énergiquement la nomination illégale des présidents des conseils d'université d'Andu Kodan Koulodo de Maradi et Abdou Moumouni de Niamey sur la base des textes en cours d'adoption. Le SNEX exige l'annulation pure et simple de ces nominations. Par ailleurs, le SNEX relève que tout ce processus de réforme traduit la stigmatisation des enseignants-chercheurs et chercheurs comme seuls responsables des difficultés existentielles des universités publiques du Niger. 2. De l'insuffisance des subventions allouées aux universités publiques du Niger. Le SNEX dénonce l'insuffisance persistante et criarde de la subvention allouée aux universités publiques du Niger, entraînant leur dysfonctionnement. 3. De l'insuffisance des infrastructures académiques et pédagogiques. Les universités publiques du Niger manquent d'infrastructures académiques et du matériel didactique adéquat en vue de l'accomplissement de leur mission d'enseignement et de recherche dans un contexte de massification estudiantine soutenue. Par conséquent, le SNEX exige du gouvernement la dotation des universités publiques du Niger en infrastructures académiques et pédagogiques conséquentes, le recrutement en ressources humaines suffisantes. 4. Des rattrapages des années académiques dans un contexte de crise universitaire provoqué et entretenu par le gouvernement. Le Conseil salue le sacrifice consenti par les militantes et militants du SNEX pour résorber les retards académiques. Au regard des défis qui nous attendent, le Conseil exhorte les camarades à rester vigilants, unis et mobilisés pour la défense de nos intérêts professionnels, matériels et moraux. Ainsi, ce conseil exhorte les enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur à rester vigilants, unis et mobilisés pour la défense de leurs intérêts professionnels, matériels et moraux. La famille du syndicat du Niger s'agrandit avec l'arrivée dans cette arène du Syntiprop Niger, le syndicat national des travailleurs d'industrie de production des boissons du Niger. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une déclaration au siège de la CGSL Niger centrale à laquelle est affilié ce syndicat. Le résumé avec la rédaction Labari. Il est dit cadre organisationnel et est dénommé Syndicat national des travailleurs d'industrie de production de boissons du Niger, Syntiprop Niger, et regroupe cadres et ouvriers des usines d'industrie de production de boissons du Niger. Un cadre qui aura désormais la lourde tâche, la défense des intérêts de ses membres pour une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail. Le Syntiprop est un syndicat libre, démocratique et laïque qui œuvre pour le triomphe et l'égalité dans le travail, la justice sociale et l'indépendance du mouvement syndical. Pour ce faire de notre structure une organisation crédible, forte, unie, solidaire et représentative, nous devrons nous mettre résolument au travail pour bien bâtir cet édifice qui nous appartient tous. La tâche est lourde, mais impossible, et nous avons besoin de l'accompagnement de tous. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour déclarer notre affiliation à la CGSL Niger
afin de bénéficier de l'encadrement et de l'expérience de nos aînés de cette organisation. À ce titre, nous lançons un vivant appel à tous les autres cadres et ouvriers travailleurs des usines du Niger qui partagent notre vision à nous joindre pour une meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs des usines du Niger. Un cadre affilié à la CGSL Niger qui bénéficie d'ores et déjà des sages conseils de cette dernière. Nous saluons très sincèrement ce choix noble et Inch'Allah, nous prenons acte et nous allons œuvrer à ce que l'ensemble des préoccupations des Saint-Iprov soient prises en compte à tous les niveaux. Au niveau de la CGSL Niger, nos portes sont toujours ouvertes. Et à chaque fois que besoin se fait sentir, n'hésitez pas à venir nous voir. Parce que notre credo, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et Inch'Allah, avec l'ensemble des camarades du BSC et avec votre engagement et votre déterminisme, Inch'Allah, nous allons arriver, nous allons vaincre les paris. Certes, la tâche n'est pas facile, mais avec la détermination, avec la conviction et surtout avec la solidarité, Inch'Allah, vous allez atteindre les objectifs qui sont fixés. Notez que pour mener à bien ces activités, l'Assemblée générale constitutive a décidé de mettre en place un bureau provisoire de 17 membres en attendant le congrès. Ras-le-bol des parents d'élèves d'école Saga Gourou 1, c'est dans l'arrondissement communal Niamey 4 qui semble être oublié par les autorités en charge de l'éducation. Créée en 1980, l'école Saga Gourou ne dispose pas jusque-là d'un mur de clôture pour sécuriser les 870 élèves. Plus de détails dans ce reportage de Ismaël Moumouni sur les images de Sadodomi. D'un effectif de 870 élèves, dont 419 filles, l'école Saga Gourou a vu le jour en 1980. Une école négligée, voire même oubliée par les autorités, car 40 ans après sa création, elle est toujours dépourvue d'eau, d'électricité et puis même de clôture, ce qui expose les élèves à tout danger. Ce que déplorent les parents d'élèves. À n'importe quel moment, les gens traversent la cour de l'école. Il y a les véhicules et les motards qui traversent n'importe comment, souvent à des vitesses impossibles, et il y a des risques de ramasser les enfants. Si vous constatez aussi la divagation des animaux, il y a certains animaux quand ils traversent la cour, ils salissent la cour, mais il y a aussi le risque de rencontrer des enfants. Quand vous prenez un animal qui est vraiment violent, face à un enfant qui ne s'attend pas, ça peut provoquer un accident. Et ça, c'est des risques que connaît l'établissement présentement. Nous, au regard des coûts qu'il y a pour la clôture de cet établissement, nous sommes face à des difficultés, peut-être prendre même en charge certaines dépenses de fonctionnement de l'établissement. Nous ne pouvons pas prendre en charge la clôture. Mais ce n'est pas impossible. On va se lancer quand même dans les années à venir parce que petit à petit, on dit, l'oiseau fait son nid. Située dans l'arrondissement communal Niamey 4, l'école Saga Gourou 1 doit sa survie grâce aux bonnes volontés. Geste salué par les parents d'élèves, au-delà, la responsable de l'établissement. Pour la KFW, nous avons réussi les 12 classes-là en matériaux définitifs que vous voyez. Chaque classe est dotée de 25 tables bancs, une armoire, 2 chaises, un bureau. Maintenant, pour les matériels, on a 5 kits. Le premier le kit contient les produits, le matériel de sport. Le deuxième kit contient les produits pharmaceutiques. Troisième kit, nous avons les ensembles géométriques grand format. Il y a le matériel AGR encore pour les activités génératrices de revenus où ils ont amené 5 grandes marmites, les 30 là, 5 paires de louches, 10 nattes, 150 chaises, une bâche, 8 pieds. La démission des autorités en charge de l'éducation a poussé les parents d'élèves à demander aux bonnes volontés de leur venir en aide à travers la construction d'un mur afin de protéger leur progéniture.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.